Si vous voulez, si je travaille sur le climat scolaire et en même temps sur les questions de violence à l'école, c'est d'abord parce qu'il y a un lien extrêmement fort entre les deux. Si vous voulez, on a souvent vu la violence à l'école comme une violence qui venait de l'extérieur, ce qu'elle est parfois, mais c'est très rare en réalité. Techniquement, c'est plutôt des élèves qui, entre eux, sont victimes et auteurs, par exemple, oui, de harcèlement, de plein de petites violences. Bon. Or, c'est une affaire pédagogique, c'est pas une affaire simplement de sécurité publique. Donc, le lien est totalement prouvé à ce niveau-là dans la recherche nationale et internationale. C'est plus quelque chose dont on dit on croit que, non, on sait que. On a aussi maintenant et de plus en plus travaillé sur la question du lien avec la qualité des apprentissages. Alors effectivement, ça peut paraître vraiment une évidence totale. Si les élèves sont plutôt bien dans leur peau et que les profs sont plutôt bien dans la leur, il est évident qu'on devrait un petit peu mieux apprendre d'un côté et enseigner de l'autre. Bon. Seulement cette évidence-là, elle est un peu combattue paradoxalement par une très bizarre idéologie qui est très française, qui s'appelle l'antipédagogie. Nous avons nos climato-sceptiques. Le climat scolaire, c'est le jugement positif que tous les groupes d'acteurs, et c'est important que ce soit les groupes et pas simplement les individus, donc d'un établissement scolaire, vont porter sur cet établissement scolaire. Par exemple, il est tout à fait montré dans la recherche que le principal facteur de stress chez les personnels enseignants, c'est pas la relation aux élèves, c'est la relation aux collègues. Et quelquefois la hiérarchie. Donc oui, ces relations sont extrêmement importantes. Quatrième facteur, qui est également très important, bien sûr, c'est la qualité des locaux. Bon, il est évident qu'on apprend aussi bien mieux quand on est dans un local agréable, mais aussi dans les locaux qui sont appropriés aux élèves, appropriés par les élèves, c'est-à-dire où ils se sentent chez eux, tout simplement. Si vous voulez, la qualité des locaux, ça va avec le sentiment d'appartenance, qui est tellement important. Donc oui, je travaille beaucoup actuellement, par exemple, avec les gens de la discipline positive, ou avec la justice réparatrice, vous voyez. Tout ce qui est responsabilisation, responsabilité. On veut des citoyens responsables, nous formons des citoyens responsables, il faut commencer par leur donner des responsabilités dans un établissement scolaire. Donc ça veut dire aussi une coopération globale. Coopération avec, bien entendu, les personnels entre eux, ce qui est si difficile quelquefois, mais aussi donc coopération entre et avec les élèves. Est-ce que vous avez le sentiment que d'une manière générale, le dénigrement permanent de l'école a une incidence sur le climat scolaire ? Totalement. C'est pour ça que j'ai écrit mon dernier livre, Ne tirez pas sur l'école, réformez-la vraiment. Je veux dire que c'est un vrai cri de colère, mais qui est quand même basé aussi sur la recherche, très clairement. Et à partir, entre autres, d'une enquête qui montre un ras-le-bol fou de cette manière dont on dénigre sans arrêt l'école. Et avec injustice. Mais ça évite de poser des vrais problèmes. Effectivement, des vrais problèmes qui vont être du genre, qu'est-ce qu'on fait des enfants à troubles de comportement lourds ? Comment on fait une vraie école inclusive? Comment se fait-il que les enseignants du premier degré, qui sont pourtant si importants, soient payés 27% de moins que les enseignants du second degré? Vous voyez, c'est ce genre d'exemple. Est-ce qu'on fait vraiment une éducation prioritaire alors qu'on sait qu'un lycéen parisien coûte 47% de plus qu'un lycéen de banlieue? Et tout ça, ce sont des problèmes qu'on ne pose pas. Alors oui, effectivement, je suis en colère là-dessus, mais le personnel aussi. Il faut savoir de quelle réforme on veut. Quelle réforme est essentielle? Quelle réforme va être une vraie priorité? C'est quoi gouverner l'éducation nationale? Puis on dit, oui, on peut dire quelque chose qui est essentiel, et c'est un vrai levier, l'autonomie. Oui, l'autonomie, moi j'y crois. L'autonomie, je la défends. Une autonomie qu'il ne faut pas confondre évidemment avec la guerre des petits chefs, c'est une évidence. Une autonomie avec des chefs qui sont réellement formés au management, par exemple, et un vrai management de bienveillance, c'est important. Mais je rappellerai une phrase du philosophe André Glucksmann, très simple. Il est peu de pouvoir qui se passe du luxe de dire vous êtes libre. Donc première chose, oui, la réflexion sur le pouvoir, sur l'autonomie, complètement d'accord. La manière dont on dirige un établissement en créant une communauté juste, une démocratie. Construisons des démocraties scolaires. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est essentielle, le levier principal, c'est la formation. Formation des enseignants, qui est basée sur quoi? Mais enfin, elle est ridicule quelquefois. Non pas que les formateurs soient mauvais, mais c'est des miettes de formation. Où est la cohésion et la cohérence de tout ça? Quelles sont les urgences? Moi, j'ai 46% de réponses dans mon questionnaire destiné aux enseignants du premier degré, par exemple, comme quoi ils ont souvent ou très souvent des problèmes avec des enfants à troubles de comportement lourds. Ils n'auront rien eu en formation là-dessus. Comment on fait? Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Mais on est aussi là sur la formation prisonnier de cette espèce d'idéologie jurassique, néandertalienne, qui est effectivement celle qui dit que, pour être un bon enseignant, il suffit d'avoir le savoir, la pédagogie, c'est mal. La pédagogie est responsable de la chute des résultats, etc. Mais si vraiment la pédagogie avait pris le pouvoir, ça se saurait peut-être. Je me rappelle d'un de mes grands amis québécois, Gilles Royer, qui dit souvent en France, vous êtes formidable, vous dites qu'il faut prévenir un problème
quand il est devenu chronique. Bon, c'est un peu dur, mais ça reste un petit peu vrai. Enfin, quels sont les vrais problèmes? Donc je parlais des troubles de comportement, c'est vrai. Premier. Je parle aussi du coup de l'endroit où ils se produisent le plus souvent et qui devient donc aussi l'objet de conflits très forts avec les parents. Donc oui, l'éducation prioritaire. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas ailleurs. Ailleurs aussi, nous avons ce type de problème. C'est que la troisième chose, c'est-à-dire l'essentiel d'une vraie école inclusive. Je veux dire, les autres pays qui ont fait l'école inclusive, qui l'ont réussi, l'ont fait en ne confiant pas les enfants les plus en danger ou les plus difficiles aux personnels les plus fragiles. Bon, et effectivement, donc aussi cette réflexion sur le pouvoir qui est essentielle. Oui, c'est vrai qu'une certaine autonomie des directeurs d'école, des chefs d'établissement un peu plus forts, est pour moi un point de vue positif. Non pas que je vais défendre la marchandisation de l'éducation nationale, comme diraient mes amis gauchos, mais en attendant, il y a un moment où le système pyramidal ne fonctionne absolument plus. L'importance peut être aussi de beaucoup mieux associer, ce qui n'est pas toujours le cas, les élèves au projet d'établissement, mais réellement, pas obligatoirement par un simple système de délégation. Bon, on est dans des établissements qui, en France, même les gros établissements, sont beaucoup plus à taille humaine que ce que je peux voir à l'étranger. On a peut-être quand même les moyens d'aller un petit peu plus loin vers, oui, encore une fois, je crois beaucoup à la démocratisation, mais si vous voulez, il ne s'agit pas tellement de décréter la démocratie que de la faire vivre, et on la fait vivre sur des projets. On l'a fait vivre aussi sur une démocratie, c'est une loi aussi. Ce sont des règles de vie. Bon, mais sur des règles de vie qui ne sont pas simplement de l'interdit, mais du permis. Je vous donne un exemple très bête. Quand un groupe de grands élèves de première demande donc d'organiser une fête de fin d'année ou de Noël, bon, la question n'est pas de leur dire oui ou non, c'est de leur dire oui mais quoi? Oui mais quelle responsabilité? Vous voyez, être démocrate, c'est être responsable. Démocratie, oui, mais c'est une démocratie qui veut dire une démocratie inclusive, où chacun est important, où chacun a un référent, où chacun peut avoir, par exemple, une aide. Vous voyez, des choses très bêtes, mais bon, que dans un lycée, les élèves de terminale accueillent la veille de la rentrée les élèves de seconde ne me paraît pas quelque chose d'extraordinairement difficile à faire. Vous voyez, c'est donc pas simplement une question de pouvoir, c'est aussi, moi je le dis très souvent, une simple question de conception de l'humanité. Je vais terminer exactement comme je terminais tous mes cours, toutes mes conférences, toutes mes interventions publiques depuis des années maintenant, par un simple principe. Un principe qui a été émis par un grand pédagogue polonais qui s'appelle Janusz Korczak, qui était un médecin. Et ce médecin, donc, était aussi un formateur. Et dans une de ses premières formations, qu'il appelait le cœur de l'enfant, il a montré derrière l'appareil radiologie, donc, cet enfant, et il disait, ben, vous voyez, on est tous des adultes là autour. Ça l'impressionne. Vous voyez son cœur, là, vous voyez son cœur. Et donc il ajoutait, il terminerait, je terminerai comme ça aussi. N'oubliez jamais comment bat le cœur d'un enfant qui a peur.